Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les Bulles du Chaudron, le format court du fond du chaudron, notre podcast fantasy et romantasy. Ici, on fait infuser nos lectures sans jamais révéler leurs secrets, un moment hors du temps garanti sans spoiler. On laisse monter la vapeur de nos avis, on savoure les émotions de nos notes 5 étoiles et on vous dit si la potion du moment vaut la dégustation. Notre bulle qui éclate va porter pour cette fois sur Assistant to the Villain. Les tomes 1 et 2 sont déjà sortis en français et le tome 3 sûrement bientôt. On vous annonce tout de suite que pour cette bulle, la potion sera bien relevée. Parfait. Molto bene, mais on n'a pas la date de sortie pour le tome 3 Non, j'ai regardé, il n'y a C'est pas. pas encore annoncé. Ah, Moi, ok, j'ai déjà d'accord. regardé. Ouais, j'ai regardé là à l'instant. Pareil. Ouais, et je pense qu'on peut d'ores et déjà noter qu'en plus, ils sont sortis en français exactement sous les mêmes titres. Les titres n'ont pas été traduits. Absolument. Ça se fait de plus en plus, moi, je trouve. Du coup, ils ont les mêmes couvertures qui sont plutôt pas mal, non? Ouais. Les 2 premiers tomes, on a les versions collector et ils sont très très beaux. Très jolis. Est-ce que quelqu'un veut nous faire le résumé ou le pitch de ce livre? Alors déjà, on peut signaler que c'était une lecture commune mais asynchrone. On n'a pas fait de buddy read et c'était un livre qui n'était pas une commande et qui n'a pas fait spécialement beaucoup de bruit à sa sortie, mais il a gagné une petite notoriété parce que l'autrice, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas toi, Lucie, mais moi, c'est comme ça que je l'ai découvert par un réel de l'autrice qui, vous savez, ces petits réels où il y a un fond et il y a des extraits du bouquin il faut mettre pause pour lire l'extrait du bouquin et voilà. Ben, il faut dire que cette idée, l'intrigue et les personnages de ce livre sont à la base des petits sketchs qu'elle faisait en vidéo sur TikTok et compagnie. C'est-à-dire qu'elle jouait le rôle de l'assistante du méchant stéréotypique de n'importe quel livre ou film de fantasy. Et ça a eu tellement de succès qu'elle a commencé à écrire les histoires et c'en est devenu une série de bientôt 4 romans. Ah, tu vois, j'avais pas l'origin story, hein. Eh ben, j'avais pas d'origin story aussi. Et tu sais quoi? Je pense que je préférerais les sketchs que je n'ai pas vus à ce que j'ai lu. D'ailleurs, je me permets de relever que Blandine, elle a dit en intro, c'est une lecture commune, asynchrone, commune. On peut discuter. Moi, personnellement, j'appelle pas ça une lecture commune quand je DNF. Voilà. Ah, tu l'as DNF, toi? Ah ouais, je l'ai DNF. Oui, mais oui, le tome 1, elle l'a DNF Oriane, tout à fait. Ah, ok, moi j'ai quand même lu jusqu'à la fin, ouais. Ouais, et c'était 15% vraiment extrêmement pénible. Bah, c'est commune quand même, t'en as lu 15%. C'est un livre très clivant au niveau des opinions de chacune. On aime ou on déteste, a priori, il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment encensé, cette série même carrément, parce que évidemment, oui, maintenant il a une grosse notoriété et sur tous les réseaux sociaux, on le voit, on l'a vu passer beaucoup, beaucoup, et j'ai l'impression que tout le monde est ultra fan. Et du coup, j'étais vraiment déçue, moi, en le lisant. J'ai pas adoré, voilà, spoiler alerte. Enfin, c'était divertissant, mais peut-être que c'était un peu trop jeunesse pour moi, en fait. On va peut-être faire un petit résumé sans spoiler avant de se lancer. Mais oui, on peut faire un résumé. Oriane. Allez. Evie Sage est une jeune femme responsable avec à charge une petite sœur et un papa un peu perché. Lorsqu'elle rencontre le plus célèbre vilain de Rendown, j'avais même oublié ce nom, et qui lui propose un boulot, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et c'est parfois un peu sanglant au bureau. Les stagiaires sont un peu malmenés, mais bon, Evie commence à s'habituer aux arbalètes qui traînent. Et bientôt, des choses étranges se passent au manoir. Quelqu'un veut éliminer son boss, ça alors c'est un méchant. Pourra-t-elle trouver le coupable avant que son attirance pour son redoutable, imprévisible et bien entendu terriblement séduisant patron ne la mette en danger? Voilà. Pardon. Ben, je trouve que ça annonce déjà les tropes. On est quand même dans un mélange assez intéressant de romance contemporaine et de fantasy, parce que très souvent, le trope du boss et de son employé, c'est plutôt dans la romance contemporaine qu'on va le trouver. Et là, on a un contexte de fantasy
On a de la magie, on a des personnages assez clichés de la fantaisie, des contes. Ouais, je pense que c'est ouais, carrément, c'est du conte, ouais. Vraiment, on est dans le conte, hein, dans le conte de fées et compagnie. C'est plus que de la fantaisie, c'est du conte, ouais. On a quand même un crapaud. Avec des petites Ah pancartes. oui, il y a un crapaud avec des messages. Mm. C'est mon MVP d'ailleurs. Bien sûr. Évidemment, c'est le meilleur personnage. Que dire sur les... Ici, on aime les crapauds et les gargouilles, donc... Moi, j'avoue que sur le papier, le pitch, il avait beaucoup de choses pour me plaire parce que ce concept de The Office rencontre la fantasy, franchement, j'étais partante, tu vois. Genre, j'étais vraiment partante. Mais pour moi, j'ai eu un gros problème d'exécution du truc. Ah, mais c'est pas The Office, c'est plutôt The Monty Python, quoi. Bah, si tu veux, t'es quand même dans un environnement de travail. Moi, j'aime bien qu'il y ait cette espèce de, enfin, pour moi, ce setup de, on va prendre la Villain Incorporated, donc vraiment genre l'entreprise du méchant, et on va en faire une sorte d'entreprise, une sorte de workplace, de lieu de travail où il va y avoir des interactions de type entre collègues. Bah, moi, j'étais vraiment très cliente, tu vois, le principe de tu vas pouvoir avoir un peu de l'humour de bureau, va y avoir un peu les dynamiques de relations que tu retrouves dans ces endroits-là, etc. Franchement, La représentation de la RH dans la fantaisie. non mais tu vois, sur le papier, moi, j'adhérais. Ah, moi, j'ai adhéré à tout. J'ai adhéré à l'absurde. J'ai adhéré au fait qu'il y ait plein de phrases qui soient en fait de premier, deuxième, troisième degré pour pouvoir les comprendre. Il y a parfois, je devais retourner un peu en arrière en me disant, attends, là, je suis sûre qu'il y a une vanne. Il y a une première vanne qui est drôle, mais je suis sûre qu'il y a une deuxième vanne qui est sous-entendue. Un peu comme quand tu regardes des Disney ou des Pixar et où tu es là, ah, cette vanne, elle est pour les enfants, mais cette vanne-là, elle est pour les parents. Bah, la deuxième lecture et des fois il y avait même une troisième lecture et du coup j'ai vraiment aimé. Le plot en fait il est trop classique et voilà, mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'elle a créé autour et justement ces deuxième, troisième lectures et tout ça, moi j'ai adoré. En plus je suis vraiment très fan de l'humour Monty Python et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément pour le coup sur l'absurdité, sur le côté effectivement très heu, sacré Graal en fait, avec, le mec qui se fait découper en morceaux et qui dit: «Beh, si, vas-y, je continue quand même». Tu vois? «Viens, je peux encore t'arracher les couilles avec mes dents, OK?» On coupera ça au montage. Mais du coup, non, moi, j'ai vraiment bien aimé, ce bouquin. Claire? Ouais, je regarde mes notes, ce que j'ai surligné dans le livre. Il y a effectivement quelques phrases un peu drôles que j'ai surlignées, notamment une évocation des menstruations qui fait vraiment flipper les mecs. Je crois qu'elle dit, oui, les larmes des femmes, ça effraie les hommes, mais leur parler de leur fonction corporelle, là, ça les fout en état d'apoplexie. Ça m'avait bien fait rire, donc je l'ai surligné. Mais je trouve que, surtout au niveau de la romance, pareil, on est sur une héroïne qui tombe très vite sous le charme. Genre, elle lui dit, mais tu peux pas être méchant et être beau. Bah, pardon, mais alors là, I beg to differ. Oui, mais elle dit pas que c'est pas possible. Elle lui dit littéralement, ça m'embrouille, quoi. Ouais. Je l'ai surlignée aussi, celle-ci. Elle dit non, mais tu peux pas faire les deux, ça m'embrouille. Alors qu'en même temps, est-ce que c'est pas la base d'énormément de romances, que ça soit fantasy ou pas, où oh là là, c'est un méchant, mais en fait, il est très très méchant, mais il est aussi très 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 sexy. Et du coup. Ouais, mais voilà. Je trouve que tout ce qui l'attire chez lui, enfin, elle le dit beaucoup de fois qu'elle le trouve beau et que voilà, elle est un peu sous le charme juste parce qu'il est beau. Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait DNF au début, c'est que, en fait, dès le début, elle est dans cette espèce de truc où ça m'a rappelé des heures un peu sombres de nos lectures communes, où en fait, elle est vraiment en boucle sur à quel point elle le trouve sexy et machin et tout. Et vraiment, ça m'a terriblement ennuyée, quoi. Ça m'a vraiment terriblement ennuyée. Et je pense que si tu couples à ça le fait que j'ai trouvé que c'était pas une lecture très fast-paced, le rythme était, comme on s'éternisait beaucoup sur tous ces petits trucs, etc. Moi, je me suis beaucoup ennuyée au début du livre et je pense pas que le problème ce soit que c'est jeunesse parce que j'ai lu plein de trucs jeunesse que j'ai trouvé vraiment super. Pour moi, il y avait un truc de rythme qui ne fonctionnait pas pour moi, un style qui fonctionnait pas pour moi, et je te dis
le personnage m'a un peu gonflé à être en boucle là, comme ça. Oui, oui, en fait, le côté jeunesse, c'est pas tellement, je vois ce que tu veux dire et c'est pareil, j'ai lu des trucs jeunesse qui sont de très bonne qualité. C'est juste que dans ce roman, je trouve que la naïveté est un peu trop, présente et c'est ça qui m'a dérangée, en fait. Le fait que le méchant soit méchant, mais juste sur le papier, en fait, voilà, je sais pas, il a un contrat de méchant, donc il est méchant. Il Je coche des cases. ça m'a bloqué, quoi. Mm. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai trouvé que c'était chouette. Ça m'a fait rire. Je trouvais que l'écriture était plutôt pas mal. Après, je connaissais ces petits sketchs, donc j'avais trouvé ça hyper intéressant de passer d'un format de courte vidéo à un format roman. Je ne sais pas si c'est catégorisé comme jeunesse officiellement. Parce que, alors, moi, ma fille les a lus, hein, en tout cas les deux premiers. Euh, mais ça le devient moins, hein. Blandine, tu confirmes que par la suite, sans spoiler, mais dans le troisième tome, on est moins dans le jeunesse. On Hem, commence à avoir des scènes un ouais, peu... alors en fait, on est moins dans le jeunesse, par rapport, aux scènes. Alors, il y a pas de scène de sexe explicite, c'est du behind closed door. Désolée, je spoil un peu quand même, mais c'est pas non plus un gros spoiler. Mais, très clairement, il se passe des choses, qui pour moi ne relèvent plus du jeunesse, tel qu'on pourrait l'entendre. Moi, j'appelle, du jeunesse, du 9-12 ans, on va dire ça comme ça, ou du 9-13 ans et ou 14 ans. Mais, en tout cas, il se passe des choses dans le tome 3 où moi, par exemple, je ne le mettrais pas dans les mains, de ma fille de 11 ans. Mais après, chacun sa sensibilité et chacun voit ça, et puis ça va dépendre aussi beaucoup de comment ça va être traduit en français. Oui, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais en tout cas, le premier tome, il est totalement accessible. Oui, le premier et le deuxième sont totalement accessibles, il y a pas de Il y a sujet. beaucoup d'humour, il y a beaucoup Mmh. de références, les références contes de fées, tout Mmh mh. simplement, hein, tous les stéréotypes, tous les clichés. On est vraiment dans quelque chose d'hyper accessible en termes de références. Du coup, il n'y a pas un world building énorme parce que c'est pas nécessaire en fait. On est dans quelque chose de très classique au niveau de la structure quand même. Si ce n'est que c'est inversé puisque le personnage principal, l'héroïne, travaille pour le méchant. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une originalité folle, surtout que le côté inversé, ça a déjà été fait. Donc, Non, bah, après, je trouve que c'est l'humour, qui moi, fait, toute l'originalité du bouquin, hein. mm. Et puis il y a un bon rythme. Mmh. C'est plutôt. Alors, là où Oriane, toi, tu as trouvé que au niveau du rythme, ça pêchait un peu. Ah ouais, moi j'ai pas du tout accroché. Ça s'éternisait beaucoup sur des trucs, on était beaucoup en boucle, beaucoup dans la répétition et sur les. Enfin, vraiment, j'ai DNF à, je pense, entre 20 et 30%, un truc comme ça. Alors moi, ça m'a pas gênée parce qu'en fait, il y a tellement de banter entre tous les personnages, ou de pas forcément de banter, mais en tout cas d'aller-retour, où du coup, effectivement, ça peut effacer certaines lenteurs du plot, quoi. Ouais, je pense que. Parce qu'elle a autre chose sur lequel rebondir, hein. Ouais, mais je pense qu'en effet, moi, c'est le moment où je découvre que moi, le banter, ça suffit pas à faire de moi, à me faire rentrer dans un livre. Et d'ailleurs, tu vois, je me suis fait la même réflexion sur la lecture commune qu'on a fait sur notre Discord, le fond du chaudron, Discord que j'invite bien entendu toutes nos auditrices à rejoindre. C'est la minute de pub, hein. On a fait une lecture de Cozy Fantasy en septembre avec un livre qui s'appelait Legends and Lattes. Et ben c'est aussi un livre que j'ai DNF parce que, moi le plot m'a pas prise et je pense qu'en fait je suis très, en tant que lectrice, j'ai besoin de me sentir happée par le plot et Assistant to the Villain ne m'a pas du tout happée, dans son intrigue. Bah, je pense que tu as arrêté un peu tôt alors parce qu'effectivement, il y a quand même un plot, enfin, il y a même des sous-plots qui se développent, mais j'ai quand même trouvé que c'était assez long à venir et un peu maladroit et le banter que d'habitude on a entre les 2 protagonistes féminins et masculins et qui va un peu installer toute leur relation et la manière dont ils apprennent à se connaître
en se chamaillant l'un l'autre. Moi, je les trouvais un peu inexistants. Je trouve Ouais. ils se chamaillent pas vraiment et ils vont un peu chacun dans le sens de l'autre. Alors, en fait, Juste le... je pense que la différence aussi, c'est que alors il y a du banter, mais par contre, il est vraiment très subtil. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un humour et une façon d'écrire qui était presque très anglaise. On est beaucoup dans la retenue, on est beaucoup dans le truc très subtil. On n'est pas du tout on the nose comme on peut être sur des bunters de romantasy où ça part direct, enfin presque en blague de cul, j'exagère, mais il y a des choses, voilà, un petit peu rentre dedans, beaucoup plus. Là, il y a du banter, mais qui est plus un peu absurde, un peu pas méchant en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très subtil, très bien dosé. Je pense que mon problème, c'était pas le banter parce que les dialogues, je vois ce dont tu parles, hein, Blandine, et je peux être d'accord avec toi. Moi, mon problème, c'est que les personnages, ils étaient trop stéréotypiques. Mm. Ils avaient pas de, ils avaient pas de Oui, ils sont subtilité, pas de très profonds. granularité, de. Ah non, mais c'est des stéréotypes. On est sur un Grumpy Sunshine, mais de cas d'école, avec cette espèce de personnage Vivi qui est dans cette espèce d'énergie hyper machin, et puis alors l'autre vraiment, on dirait Thorne dans Dans la le truc passe d'Ophélie- miroir. dans la passe miroir d'Ophélie Labos, merci. C'est-à-dire cette espèce de type complètement mutique. Christelle Dabos. Ah. Ophélie, c'est l'héroïne. Oh pardon, Ah oui. merci, t'as raison. Bah, Ophélie Labos. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ophélie dans Christelle et vice versa. Mais bref. Ouais. Mais ouais, je trouve que du coup, pour moi, en fait, je crois que j'ai eu un problème à la fois avec ce plot qui au départ n'avançait pas. J'ai quand même été jusqu'à l'explosion, donc le moment où le truc est censé s'accélérer, mais en fait pas du tout. Bon, moi, je me suis toujours fait autant chier après. Et ensuite, les personnages qui sont complètement stéréotypiques. J'ai pas le problème de problème à lire des trucs qui sont de l'ordre du conte de fées, mais pour moi, il faut quand même qu'il y ait un minimum, enfin, qui est plus, tu vois. Genre, j'ai adoré, par exemple, Déraciné de Naomi Novik, qui tient du compte par beaucoup d'aspects aussi. Mais là, pour moi, cette espèce de ces deux personnages complètement monolithiques dans leurs stéréotypes, pour moi, ça fonctionnait pas, en fait. Mm. Pour moi, hein, encore une fois. Oui, puis Evie, elle a de Sunshine, qu'elle ramène des post-it un peu rigolos au bureau. C'est peut-être Enfin, ça qui m'a plu. je trouvais que ça se limitait un peu à ça, quoi. Non, mais je me suis retrouvée dans ce personnage. Je me suis retrouvée dans ce personnage qui aime rapporter tous ses feutres et ses post-it Ouais. au travail, et voilà. En fait, ouais, j'ai trouvé que ça collait pas trop avec son contexte familial, qui, sans rien spoiler, voilà, elle gère un peu ça. C'est elle un peu qui soutient sa famille, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu situation stressante au début. Il faut absolument qu'elle trouve du boulot. Elle est en galère. Puis en même temps, elle est un peu trop gentille. Et oui, cet aspect-là disparaît quand même un peu. Et ça, je pense qu'en fait, moi, au profit de son obsession pour le vilain. Oui, c'est ça. Moi, ce que je reproche vraiment à ce livre, c'est de ne pas aller au fond de chaque trait qui commence à être développé. Donc, elle est Sunshine, mais bah, on s'en comprend pas. Elle pourrait très bien ne pas l'être autant que ça parce que elle n'a pas une vie super facile. Lui, il est vilain, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il est vilain et en quoi il est vilain, à part la déco un peu étrange de son manoir. Il est juste goth, en fait. Ouais, je sais pas. Mais ils auraient pu pousser, justement. Alors, moi, je trouverais trouvé ça hyper intéressant qu'on pousse le délire gothique comme dans la famille Adams. Et ça va pas jusque-là. À chaque fois, ça reste en surface. Et il y a un espèce de sous-subplot qui fait un plot twist au milieu. Genre, oulala, non, c'est lui le vilain. Enfin, et ben, je trouve que ça tombe aussi un peu à plat. C'est un peu. Après, je trouve que on dit beaucoup de choses un peu négatives, mais moi, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Ouais, j'ai trouvé ça quand même, il y avait des moments drôles, il y avait des personnages secondaires qui auraient mérité d'être un peu plus creusés, qui le sont peut-être dans les tomes suivants, que personnellement je n'ai pas encore lus. Mais il y avait un aspect, en tout cas, ça a donné envie de creuser un peu et de savoir un peu ce qui allait se passer après. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un truc un peu inversé comme ça. Moi, je crois que le vrai truc, c'est qu'il faudrait que je le relise en me disant que c'est une parodie. Parce qu'en fait, c'est En une fait, c'est une parodie. parodie. Non, mais en vrai, c'est une C'est une parodie. parodie. C'est un peu Et je pense Princess que je Bride, l'ai ouais. pas. Je pense que personne me l'avait dit.
quand Lucie, elle me dit: «Ouais, en fait, c'est des sketchs et cetera», du coup, tu comprends tous les défauts du bouquin, qu'il y ait pas de backstory. Mais bien entendu, c'est des sketchs parodiques, en fait. Ouais. Et du coup, une fois que tu le lis comme ça, Oui, Moi, c'est change ça. complètement moi, le je l'ai pris comme ça, hein. Moi, je l'ai vraiment lu comme une parodie, hein. J'étais vraiment, quand je l'ai commencé, j'ai vraiment lu comme ah ouais, il y a un petit foutage de gueule quand même par derrière, quoi. Mais moi, je crois que j'ai pas réussi à me mettre dans ce mood de parodie et je pense que c'est pour ça qu'il m'a gavée de ouf. Après, c'est pas parce que c'était une parodie que si je suis pas rentrée dedans, peut-être aussi que c'est pas une si bonne parodie que ça, à mes yeux. Mais comme je suis pas rentrée dedans en me disant: «Ah, j'y vais pour ça», et je pense que du coup, ça va très vite saouler alors que si je le relisais sur un autre mood, ça donnerait peut-être autre chose. Oui, je pense que de savoir un peu le lore de l'origine de ces bouquins, ça peut être hyper impactant pour ta lecture, clairement. Après, je ne sais pas si le lectorat français savait, par exemple. Et ça n'a pas empêché que ce bouquin a quand même eu pas mal de succès, avec une très très belle édition collector. Oui, ça dépend vachement de la façon dont la maison Oui, d'édition va le marketer absolument. et puis on va pas se mentir, il y a quand même plein de gens, même français, qui sont sur le BookTok, anglophone, qui voient ce qui se passe et qui juste ils vont pas lire en anglais, mais voient ce qui se passe, voient les sketchs de l'autrice, ou ont vu les sketchs de l'autrice et cetera. Enfin, je veux dire, moi, ma meilleure pote, elle va certainement pas lire un bouquin en anglais, mais par contre, elle m'envoie plein de mèmes et plein de TikTok, en anglais et elle sait très, très bien les décrypter et elle sait très, très bien les comprendre et du coup, c'est la première à me dire: «Bah, je vais attendre que ça sorte, en français parce qu'en fait, le TikTok ou le mème ou le réel Instagram, il m'a bien branché et tout» et elle se fait des petites notes derrière pour penser que, faut checker la date de sortie en français et cetera et du coup, enfin, je pense pas que ce soit gênant, que le lectorat, français, voilà. Après, il a quand même eu son petit succès, en France aussi, donc c'est que les gens ont bien compris quand même que c'était une parodie ou alors ils sont très sensibles, à l'humour un peu absurde. C'est possible aussi, je sais pas ce que Alors moi, je pense que tu en sais vraiment rien si les gens ils sont sensibles ou pas, à la parodie, je pense pas que c'est forcément ça qui fait non, son ouais. le succès ou pas. Ouais. C'est pas parce que ça se vend que les gens ont compris, quoi. Après, moi, je trouve que ça m'interroge un peu quand vous disiez que ça marchait, que du coup ça marchait en jeunesse. Mmh. Parce que du coup, si ça marche pour la jeunesse, mais sans forcément que tu comprennes le côté parodique, je trouve qu'il y a un truc qui est pas tout à fait sain non plus dans la façon dont ça se positionne par rapport au Ça marche lectorat, quoi. parce que c'est rigolo. Les enfants, enfin les jeunesses, ils aiment aussi, quand, c'est rigolo et qu'il y a des vannes et il y a quand même des belles vannes et des belles blagues et c'est Ouais. pas parce que toi tu es pas cliente Ouais. que c'est pas le cas, enfin, tu vois? Ah, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je dis, mais tu vois, moi, par exemple, Evie, elle m'a gonflé, dans son côté à spammer, machin, sur son vilain, à le trouver vraiment très beau et cetera et en fait, elle est vraiment dans cette espèce d'obsession et tout et ça aussi, ça relève de la parodie, en fait, Mmh. par exemple et ça, je sais pas à quel point c'est perceptible, en fait, Mmh. que c'est parodique pour un jeune public. Voilà. Ah. Bah, par exemple, moi, je l'avais pas du tout perçu comme ça. Maintenant, je viens de voir, une des stories dont on vient de parler de l'autrice, et si j'avais vu ça avant de le lire, je pense que je l'aurais pas pris dans cette même démarche, en fait et là, je pense que moi, j'allais pour de la fantaisie, qui se prend au sérieux, entre guillemets, mais ouais, peut-être que moi, je me prenais trop au sérieux quand j'ai commencé à lire ce livre et c'est ce qui m'a un peu déçue. Mais surtout, pour moi, le principe de la parodie, c'est que c'est drôle en référence ça tourne en Oui. dérision quelque chose d'autre. Mmh. Moi, j'ai pas de problème avec ce qui est drôle, si tu veux. Enfin, j'adore lire Ah du bah bon oui. menteur, j'adore lire des situations drôles, j'adore les Monty Python, enfin vraiment tout va bien avec ce qui est drôle. Mais je pense que je l'ai pas vu d'emblée comme une parodie de ce genre qu'est la romantaisie, ce qui est quand même hyper méta et donc pour capter le Mmh. niveau de parodie, il faut être dans ce truc de dire: «OK, ça tourne en dérision le genre d'origine» Mmh. et moi, c'est ça la bille qui me manque, en fait, au départ pour apprécier ce bouquin pour ce qu'il est, quoi. Et tant mieux, hein, pour, celles qui l'ont capté, direct, hein, mais moi, je suis pas sûre qu'au moment où je l'ai ouvert, j'avais assez de cerveau disponible pour, pour ça. Ah! Ouais, mais ça, je veux dire, regarde là la lecture commune, actuelle, du mois d'octobre, tout le monde était, à fond, tout le monde a adoré et cetera. Moi j'ai DNF, je suis désolée, j'ai pas du tout accroché. Je veux dire ça, ta sensibilité, à chaque truc, c'est Subjectif. très Oui, oui, puis il y a des livres qui sont les subjectif. bons pour toi à certains moments, puis tu les relis après et tu es là genre: «Oh waouh!» Exact, tu vois? je suis 100 d'accord avec ça. Mais justement, c'est typiquement un livre que tu peux lire, de manière très légère en mettant ton cerveau un peu en pause, pour te distraire.
Moi, je suis passée aussi à côté de ça, en fait, ou alors peut-être que c'était peut-être pas le bon moment pour moi pour le lire. Mais tu l'as DNF aussi, le tome 1? Non, je l'ai lu, jusqu'à la fin, mais j'ai un peu souffert, ça m'a Ah ouais. coûté quand même de le finir Non, mais je et comprends. j'ai beaucoup rouspété. Moi, je rappelle, Claire ne sait pas DNF. Non, je ne DNF pas, c'est Ta religion. contre mes croyances. Mes croyances de Virgo énergie. Bon, moi, j'ai Bref. quand même mis 5 étoiles au premier. C'était pour moi une lecture incroyable de l'année Oui, je sais plus si c'était 2024. 2024, mais voilà. J'ai mis 5 étoiles au deuxième et en revanche, je n'ai mis que 4 étoiles au troisième. Voilà. Bah, ce qui reste très bien dans ton référentiel. Oui, ce qui reste très bien dans mon référentiel, mais on sent que ça s'essouffle. Et après, je tiens aussi à préciser que dans ce podcast, quand on dit beaucoup de choses négatives, parce que c'est toujours plus facile d'avoir plein de choses à dire sur ce qu'on n'a pas aimé. J'ai pas non plus détesté, vu que je l'ai quand même terminé. Je le mettrai quand même 2,5, je pense. Ah, moi, sur du 5. coup, je veux pas le noter. Je veux pas le noter, faudrait que je le relise là, tu Ah, vois. Bah, tu l'as pas tu l'as fini. pas terminé, donc Ouais. ouais, ça peut être intéressant de regarder 2-3 sketchs et puis après le prendre, le regarder à travers un prisme complètement différent. Moi, j'avais mis 4 étoiles à l'époque de la lecture, donc je me suis bien amusée, c'était drôle. Je l'ai fait lire à ma fille ensuite, ce qui était assez chouette parce que ça lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, c'était sympa aussi d'avoir une lecture en commun avec elle. Donc voilà, une lecture vraiment fun. Mais effectivement, je pense que pour celles et ceux qui l'auraient pas lu et qui seraient intéressés, il faut garder en tête le côté parodique, même s'il n'est pas poussé à l'extrême. Et puis le côté, même si les personnages sont parfois un peu lisses, ils restent quand même attachants. Donc, Mais sans spoiler, parce que du coup, je sais pas si je veux lire le tome 2 ou pas. Et est-ce que vous me diriez qu'elle va un peu plus au fond des choses surtout ce qu'on a reproché, par exemple l'humour, la parodie, la profondeur des personnages dans les tomes suivants? Alors moi, je trouve qu'avec les Mhm. tomes, les personnages deviennent de plus en plus profonds, notamment Evie. Mais D'accord. moi, je trouve pas que ça avance de ouf dans le plot. C'est sans doute la raison pour laquelle dans le tome 3, j'ai mis que 4 étoiles au lieu de 5. Je trouve que je pensais que ça avancerait un peu plus vite. Les rapports entre les personnages, entre plein de personnages mélangés, avancent beaucoup. Mais le plot en lui-même, j'ai l'impression que entre l'équipit et la conclusion du tome 3, c'était pas passé grand-chose de ouf, quoi. bah, il faut aussi préciser qu'à la base, ça devait être une trilogie et que finalement, il y a 4 livres. Donc le prochain sort, et le dernier, normalement, sort au mois d'août 2026. Mais initialement, c'était prévu comme une trilogie et maintenant, il y en a 4. Alors, on se demande quelle est la part de marketing, parce que elle a stretché les elle étire intrigues ça comme de la entre le guimauve, 3 quoi. et le 4. Elle étire ça, ouais. C'est Ouais, c'est vraiment, ça. c'est du slime le truc, tu vois. Il est. Et normalement, on fait ça avec les films, les adaptations. Vous savez, le dernier, Ouais. c'est toujours 2 films, etc. Il y a une période comme ça. Là, on se demande un peu. Après, c'est peut-être une volonté de sa maison d'édition. Hein. J'ai pas les détails là-dessus. Mais oui. Oui, Mais mais voilà. c'est vrai que l'effet d'aubaine, c'est pas souvent le meilleur service rendu aux œuvres. Ouais, là c'était un peu dommage. Mais du coup, l'avantage, c'est que je pense que le 4e tome sera un vrai bon tome de conclusion et de résolution de plein de bouts d'intrigues qu'on commençait. Puissent vos désirs être exaucés. J'espère, parce que sinon je vais vraiment être très fâchée. Remboursé. Petit panneau, j'écris remboursé dessus et je le lève. Et tu te déguises Et je me déguise en crapaud pour Halloween. Kingsley. En Kingsley. Et voilà, c'était notre avis sur Assistant to the Villain. On espère vous avoir peut-être donné envie de le lire. Et si vous l'avez lu et que vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à venir nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux. Sur notre compte Instagram, par exemple, c'est le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt!